Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La capitale béninoise Cotonou retrouve un calme précaire après les violences post-électorales qui ont émaillé les journées du 1er et du 2 mai, faisant plusieurs victimes. Des tensions nées de la non-participation de l'opposition aux élections législatives du 28 avril. La nomination d'un nouveau gouvernement malien est attendue dans les prochaines heures. Un cabinet de large ouverture se profile à l'horizon après la signature le 2 mai d'un accord qualifié d'historique entre le pouvoir en place et certains partis d'opposition. Et quelle place pour les acteurs de la presse en Afrique ? Au lendemain de la journée mondiale de la liberté de la presse, il convient de s'interroger sur l'évolution de la situation des porteurs de l'information sur le continent africain. Le calme est revenu au Bénin après les violences post-électorales qui ont éclaté les 1er et 2 mai à Cotonou. La Cour constitutionnelle a proclamé le 2 mai les résultats définitifs des élections législatives du 28 avril, alors que certains s'attendaient à ce que ces scrutins soient invalidés à cause du fort taux d'abstention et de la non-participation de l'opposition. Reportage de notre correspondant Lefti Onou, commentaire Graziella Tchakounté. Après les violences des 1er et 2 mai 2019, entre protestataires et forces de l'ordre autour du domicile de l'ancien président Boni Yayi, c'est un calme précaire qui est revenu à Cotonou ce vendredi 3 mai, précisément à Kadiehoun. Les manifestations avaient éclaté alors que les forces de l'ordre ont pris d'assaut le domicile de l'ancien président. Alertés d'une tentative d'arrestation de ce dernier, d'immenses foules ont accouru pour le défendre. Des scènes de violence qui interviennent au lendemain de la proclamation des tendances des législatives par la Commission électorale nationale autonome qui fait état d'un taux de participation de 22,99%. Dans la soirée du jeudi, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs avec un taux de participation de 27,12%. Nous partons que Dieu est très fort. Regardez ce qui s'est passé hier encore, c'est-à-dire c'est triste. Et pourtant, on ne fait pas nonobstant à cela. On proclame les résultats toujours. On dit qu'on veut aller au bout. Mais dans tous les cas, le peuple béninois est indivisé et humble. Nous attendons de voir. Regardez ce qui s'est passé hier devant Yayi Boni. C'est triste. Regardez, lorsqu'un président ne veut pas écouter son peuple, c'est-à-dire c'est très marrant. Des appels surgissent déjà de par le monde, appelant les différents protagonistes à la retenue et au dialogue. Mais pour les autorités béninoises, le pays ne connaît guère de crise post-électorale. C'est du moins ce qu'a martelé ce jeudi 2 mai Aurélien Agbenonsi, le ministre béninois des Affaires étrangères, à l'occasion d'une rencontre avec les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin. Nous avons un processus électoral qui s'est passé dans des conditions où des partis d'opposition n'ont pas voulu observer les règles que pourtant ils avaient eux-mêmes votées au Parlement. Nous essayons de travailler à régler cette situation. Il y a eu quelques débordements et nous sommes bien entendu sous le leadership du président Patrice Talon, en train de travailler à ce que tout rentre très rapidement dans le calme. Notons que c'est la première fois depuis 1990 que le Bénin enregistre de telles violences post-électorales. De leur côté, les forces politiques de l'opposition béninoise se sont exprimées ce vendredi par la voix de leur porte-parole, Éric Oundété. Celui-ci est revenu sur les tensions post-électorales au lendemain des élections législatives du 28 avril et a dénoncé l'usage d'armes à feu par les forces de l'ordre dans les journées du 1er et du 2 mai qui ont fait plusieurs pertes en vie humaine. Je vous propose de l'écouter. Les forces de l'opposition condamnent avec fermeté ces actes de barbarie et dénoncent l'usage d'armes à feu sur des populations civiles non armées. Elles dénoncent les assassinats de nos concitoyens et les graves dérives autoritaires qui ont eu lieu dans notre pays durant ces 48 heures. Elles réclament une enquête sous la supervision des organismes internationaux sur la mort des compatriotes
tombés sous les balles du pouvoir de M. Patrice Talon, aux familles de toutes les victimes, les forces de l'opposition expriment leur profonde compassion et déclarent que leurs familles doivent être soutenues. Les forces de l'opposition considèrent nul et de nul effet la nomination des députés par M. Patrice Talon, confirmée par la Sénat et la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre malien Boubou Cissé s'active en vue de la formation d'un futur gouvernement qui devrait être connu dans les prochaines heures. Le nouveau chef de la primature, qui a été nommé le 22 avril, multiplie les consultations. Un accord qualifié d'historique a d'ailleurs été signé le 2 mai entre le gouvernement et des partis d'opposition. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis sa nomination, le nouveau Premier ministre Boubou Cissé multiplie les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'ouverture. Opposition, majorité, société civile ou groupes armés ont émis des avis sur l'idée d'un gouvernement à même de sortir le Mali de la situation actuelle, traduite par des attaques terroristes et conflits communautaires. Un accord a été signé par certains partis de l'opposition et de la majorité pour la formation du gouvernement. Lorsque le président de la République m'a accordé sa confiance, il a insisté sur la concertation, sur le dialogue et surtout sur l'écoute de toutes les sensibilités politiques. J'ai voulu aller vers tous, mais je ne suis pas encore parvenu. C'est un accord de 5 chapitres qui place le Mali au cœur des préoccupations des 15 signataires. Tout en s'engageant à soutenir les efforts de la mise en œuvre des accords d'Alger, les parties signataires du présent accord, dans l'intérêt de la stabilité nationale, conviennent de la tenue d'un dialogue politique inclusif. Les pays vivent souvent des convulsions fortes. Mais les hommes et les femmes de ce pays-là doivent avoir les ressources pour faire face. Ce n'est plus une question d'individu. C'est le Mali qui est en cause. L'éternel Mali, notre Mali. Cet accord d'une durée d'1 année sera revu à la date de la signature. Notons que le parti du chef de file de l'opposition, qui était annoncé favorable, a finalement décliné l'offre. Le capital investisseur Afrique Invest a obtenu une souscription de 15 millions d'euros de la part de la Banque africaine de développement. Ces fonds seront investis dans le projet FIVE, qui est un véhicule d'investissement dédié aux institutions financières en Afrique. Objectif, renforcer le secteur privé. Ange Doménio. La Banque africaine de développement rejoint le fonds Financial Inclusion Vehicle 5 d'Afrique Invest avec une souscription de 15 millions d'euros. Le capital investisseur a obtenu la souscription de la Banque panafricaine à la faveur du 4e closing de 5, son véhicule d'investissement dédié aux institutions financières en Afrique. Avec cette clôture, la taille de 5 passe à 54,12 milliards de francs CFA. En dotant les institutions financières de solutions innovantes et en accompagnant leur transformation digitale, Five contribuera au renforcement du secteur privé en Afrique à travers son support aux banques, elles-mêmes pourvoyeuses de crédit à moyen et long terme aux PME. La question du financement reste un défi majeur pour les petites et moyennes entreprises africaines. Selon des études récentes, 87% des porteurs de projets en Afrique jugent l'accès au financement très difficile. Pourtant, ces startups créent des emplois et sont porteuses de nouveaux modèles économiques. Financer des startups, financer des PME en Afrique, c'est parfois compliqué parce que le coût du risque que nous portons sur les engagements que nous prenons sur ce type d'entreprise est important. C'est des structures qui sont parfois petites, assez peu capitalisées, qui opèrent dans des économies qui sont encore fragiles. Et donc, ça nous conduit à devoir être prudents sur le type de financement que nous leur accordons. À noter que les startups africaines ont levé 1,16 milliard de dollars en 2018, en hausse de 108% par rapport à 2017, selon le rapport annuel de Partech sur le financement des startups africaines. Au lendemain de la journée internationale de la liberté de la presse qui était célébrée ce vendredi 3 mai, il convient de s'interroger sur l'évolution de la situation des porteurs de l'information en Afrique. Si l'ONG Reporters sans frontières a publié des constats encourageants pour certains pays dans son édition de 2019, d'autres continuent de figurer en queue de peloton avec des situations inquiétantes. Siamlo Victor Assedji.
Persécution, musellement, peine de mort ou d'emprisonnement, assassinat. Tels sont les mots dont sont souvent victimes les acteurs de la presse. Une situation préoccupante dans le monde et surtout en Afrique où la liberté de la presse est très mitigée. D'après le classement mondial de la liberté de la presse 2019, certains pays africains comme le Burkina Faso, le Cap-Vert ou encore le Botswana ont gagné quelques points par rapport à 2018. Toutefois, dans la majorité des pays, on assiste à une presse peu libre. De plus en plus, la société civile, les opinions publiques reconnaissent le rôle important que joue la presse. Ça devient une aspiration même du peuple africain d'avoir une presse libre, viable. Le manque de viabilité de notre de presse fait que les journalistes sont fragilisés. Les acteurs de la presse seraient-ils indéfiniment en danger sur le continent? Des observateurs estiment que l'amélioration de l'environnement sociopolitique africain pourrait favoriser une meilleure sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Selon l'indice de bonne gouvernance de la Fondation Mo Ibrahim, en 2017, l'Afrique a atteint un score moyen de 50,8 sur 100. Au-delà des lois que les États peuvent mettre en place pour restreindre les libertés, la vraie bataille aujourd'hui, c'est d'avoir des activités viables en Afrique pour que les journalistes puissent faire leur travail dans des conditions de dignité qui sont également très importantes pour leur indépendance. Si la liberté de la presse est un concept encore relatif, vulnérable ou menacé, des analystes interpellent sur les excès dont les médias eux-mêmes se rendent parfois coupables. Cette dernière décennie, des organismes d'autorégulation des médias ont vu le jour en Afrique. Objectif, engager la presse dans une dynamique de professionnalisation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.